Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission qui est consacrée aujourd'hui à des éditions de l'ANEP, des éditions et des ouvrages littéraires. De par sa superficie et son espace géographique, l'Algérie occupe une place de premier plan dans l'histoire du monde. Sa diversité culturelle et ethnographique suscite l'intérêt et la curiosité des chercheurs, mais aussi des amateurs d'authenticité. C'est pour cela que le SILA, le Salon international du livre d'Alger, qui est à sa 25e édition, sous le thème « Le livre passerelle de mémoire », un salon qui durera, il faut le préciser, jusqu'au 1er avril, est l'occasion propice pour mettre en valeur tout ce patrimoine riche et diversifié. Nous aurons donc avec nous aujourd'hui le plaisir de recevoir une femme exceptionnelle et remarquable qui a su valoriser ce patrimoine algérien et qui a su également le faire connaître. Il s'agit de Madame Ginette Omassip, spécialiste de la préhistoire africaine, passionnée par l'Algérie. Madame Ginette Omassip, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Voilà, et nous aurons, oui, merci, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et nous avons aussi l'honneur et le plaisir de vous recevoir ce soir. Nous aurons également avec nous Monsieur Mostafa Khiyati, vous êtes médecin, chercheur, professeur à l'Université d'Alger. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la médecine, mais également et aussi sur des ouvrages historiques. Après donc plusieurs livres, un livre sur les exactions coloniales en Algérie, un autre sur les éradiés algériens, un crime d'État. Voici donc votre nouveau-né aux éditions ANEP, le génocide coloniaux ou les génocides coloniaux. Cette œuvre vient donc compléter une tragédie mémorielle. Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre édition. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Donc pour commencer, nous allons commencer avec vous, Monsieur Khiyati. Histoire quand même, l'histoire de l'Algérie que vous êtes tenté plus ou moins de parcourir et de ramener certains témoignages et certains faits. Aujourd'hui, les génocides coloniaux, ça parle des enfumades, ça parle également des crimes qui ont été, si vous voulez, faits contre les Algériens. Est-ce que vous pouvez un petit peu lever le voile sur cette partie de l'histoire algérienne que beaucoup peut-être ignorent? Oui, alors c'est vrai que c'est un aspect qui a été totalement escamoté, totalement caché, à tel point que la littérature coloniale en a fait un fait accidentel pratiquement, qui ne devait pas s'opérer. En fait, ça a été une véritable stratégie, les enfumades et les exactions diverses, et surtout le génocide contre les populations, puisque je me suis intéressé au sujet, j'ai visité quelques grottes, et j'ai discuté avec un peu les rescapés ou les descendants des rescapés. Oui. Et je m'aperçois que j'ai pu identifier au moins 10 types d'enfumades faites entre le Dahra jusqu'au niveau de la région de Kolo, en passant par les Aurès et la Grande Kabylie. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'était un système ou une technique de guerre qui a été faite ou qui était opéré par l'armée coloniale, surtout durant le 19e siècle, et qui a entraîné la disparition de plusieurs tribus. Je cite les Oulad Sbih, les Oulad Riyah et d'autres tribus donc de diverses régions. Sauf que lorsque le scandale a éclaté en 1845 avec l'enfumade commise par Pélissier, oui, des instructions précises ont été données aux soldats français et aux officiers de ne pas divulguer ce qu'ils font. Ce qui fait que même les rapports militaires n'ont pu monter en haut, et on s'est basé uniquement sur les correspondances privées des uns et des autres qui ont pu, donc, nous ont fait découvrir que les officiers ont commis pratiquement chacun sa propre enfumade. Vous voulez dire qu'il n'y a vraiment pas de récit ou d'écrit palpable qui pourrait servir d'archive justement pour énumérer les régions dans lesquelles ce genre de pratique était ou sévissait, prévalait? En dehors de l'enfumade commise par Pélissier, qui est documentée parce qu'il y a eu un rapport militaire, oui, et il y a eu une discussion au niveau de l'Assemblée nationale française, oui, ça a été un scandale puisque la presse a réagi aussi bien en France qu'en Angleterre, en Allemagne, etc. Les instructions fermes ont été données aux militaires de ne pas parler de ce qu'ils font.
Oui, parce que quelque part, dans votre livre, c'est-à-dire qu'on voyait bien que c'était reconnu comme étant des crimes abjects et que la France coloniale voulait absolument taire et ne pas dévoiler. Les enfumades ont été donc des armes non conventionnelles, je dirais presque utilisées par la colonisation ou le colonialisme français déjà au XIXe siècle pour contraindre un petit peu à la soumission des populations autochtones. Et on voit que ce genre de pratique est revenu vers le XIXe siècle avec la guerre d'Algérie et même revenu au XXe siècle. Oui, au XXe siècle, pardon, avec la guerre d'Algérie et surtout avec la résistance aussi à l'époque de la résistance. Tout à fait. Et ce que peut-être beaucoup de gens ignorent, c'est que la France a formé des équipes spécialisées dans le gazage des grottes et également des équipes cynophiles dont je parle, puisque ces équipes-là étaient pratiquement disséminées sur le territoire national et étaient considérées comme une urgence prioritaire. Ce qui fait que lorsqu'il y avait des Junouds signalés dans une grotte, donc il y avait un avion qui prenait cette équipe-là, qui arrivait et qui faisait le gazage de la grotte. Et aujourd'hui, donc même les Moudjahidines l'ont raconté, il y a eu des restes de Moudjahidines qui ont été retrouvés au niveau des grottes. Oui. C'est pour ça que j'ai fait un appel à la fin du livre en demandant que le ministère des Moudjahidines fasse un véritable travail de mémoire en identifiant toutes les grottes qui ont pu servir à cela et qu'il y ait une étude réellement avec une recherche, notamment des ossements qui se trouvent à l'intérieur, puisque les ossements existent au niveau de beaucoup. Parce que nous ne connaissons pas très bien. J'ai pu identifier 40 grottes qui ont été gazées comme ça durant la Révolution, mais il doit y en avoir plus. Oui, alors dans votre ouvrage aussi, vous évoquez la multiplicité de ces pratiques, comme vous venez de le dire, des pratiques assez abjectes, à partir de juin 1844 jusqu'à l'arrêt de la résistance de l'émir Abdelkader en 1847. Elles ont été donc de véritables moyens de pression sur la résistance algérienne. Est-ce que ça a été pratiqué de manière systématique comme moyen de dissuasion? Oui, le général Bugeaud, lorsqu'il y a eu l'affaire Boumaza, est arrivé à Achlef, donc à l'Islam, il a réuni tous les officiers et leur a dit il faut absolument faire le travail qui a été fait par Pélissier et avant lui par d'autres officiers. Oui. Et donc c'était une instruction qui a été donnée. C'est vrai que c'est une instruction verbale, mais elle a été rapportée par son aide de camp sous forme écrite. Et depuis, il y a eu comme ça, si dans la littérature française, vous allez entendre parler uniquement du massacre de Oulad Riyah au niveau de la grotte de Nekmaria à côté de Mostaganem, en fait, il y a eu d'autres, puisque, par exemple, Saint-Arnaud reconnaît lui-même dans une lettre à son frère, qui a été publiée une cinquantaine d'années après, qu'il a fait la même chose. Et il raconte ce qui s'est passé. Quand Robert l'a fait également dans un autre écrit. Et donc, si une recherche nous a permis, à travers la presse privée, de retrouver, à travers la correspondance privée, de retrouver au moins une dizaine d'enfumades qui ont été commises durant cette période-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a d'autres enfumades qu'on n'a pas pu identifier qui ont existé. Et dans chaque enfumade, il y avait toute une tribu qui disparaissait. Parce que les Oulad Riyah, c'est 1200 personnes. Les Oulad Sbih, c'est également pratiquement 1 millier de personnes, etc., etc. Alors, on a vu que c'était pendant la résistance algérienne. Et dans votre livre, vous dites qu'après le déclenchement de la Révolution, cette pratique, cette année après, est revenue de plus belle. Et même, elle était qu'un petit peu légion, en plus des tortures dont on va parler par la suite. Cela veut dire quoi, finalement? Cela veut dire tout simplement qu'il y avait une volonté au XIXe siècle, d'abord d'exterminer, et au XXe siècle, de mettre fin à toute résistance armée. Et donc, on a utilisé les moyens les plus abjects. Les fours crématoires, en fait, dans la colonisation française, on peut considérer que ça a été l'ancêtre des fours crématoires. Oui, c'est un peu le cas. Alors, vous citez des lieux précis. Dans votre livre, vous citez des lieux précis, en l'occurrence des grottes qui ont subi donc ces exécutions, ces enfumades.
Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre livre, vous n'avez pas eu beaucoup de peine pour pouvoir aujourd'hui aboutir à ce genre de livre, à ce genre de témoignage, à ce genre de faits précis sur les lieux? Est-ce que vous pensez quel a été votre cheminement pour pouvoir aujourd'hui, d'ailleurs je le montre, est-ce qu'on peut focaliser sur le livre de M. Khiaté? Voilà, donc c'est génocide coloniaux, voilà. Alors, j'allais dire, quel a été votre parcours? Comment vous avez pu ramasser autant d'informations avec autant d'exactitude? Je me suis posé la même question en se disant, comment se fait-il des faits aussi graves puissent être oubliés ou marginalisés par les historiens d'abord et par tous les gens qui s'intéressent un peu à l'aspect mémorial de notre pays. C'est vrai que je me suis intéressé au sujet et comme un chercheur, donc j'ai essayé d'en savoir plus. J'ai été visiter les grottes. J'ai essayé également de rencontrer des descendants de rescapés. Comme ici, pour par exemple l'image que vous montrez, c'est l'entrée de la grotte de Nekmaria, qui malheureusement a été aujourd'hui bloquée parce qu'il y a eu des chutes de pierres de la montagne à la suite de travaux, et donc elle est difficilement accessible. Mais j'ai rencontré des descendants d'une seule personne. Il y a eu 2 personnes survivantes qui ont été retrouvées sur le site, et la femme qui a été retrouvée avait à l'époque 7 ou 8 ans. Elle s'est mariée, elle a donné beaucoup d'enfants, et ensuite donc ses petits-enfants, etc. Donc j'ai pu discuter avec eux parce qu'ils gardent encore en mémoire de façon très vive ce qui s'est passé, parce que justement leur grand-mère leur a raconté ce qui s'est passé. La même chose pour Ain Imran, où Saint-Arnaud qui est à côté de Ténès, donc où Ain Imran, où Saint-Arnaud a commis son génocide. Mais également au niveau d'autres régions. Malheureusement, là, on n'a pas beaucoup d'informations parce qu'en fait, les tribus qui habitaient la région, c'est elles-mêmes qui ont été exterminées. Et donc, on n'a pas aujourd'hui de témoignages de la part d'habitants de la région. Mais on sait que c'est au niveau de ce centre-là, puisqu'il y a des documents écrits par justement ceux qui ont commis ces crimes-là. Oui, vous parlez carrément d'extermination, c'est-à-dire que le mot génocide n'est pas anodin. Je veux dire qu'il y avait vraiment une volonté d'exterminer des populations entières, des villages entiers. Je veux dire, il y a également en plus donc de ces enfumades, il y a les emmurements, il y a le gazage qui est revenu donc pendant la guerre de libération, et cette sale besogne abjecte s'est faite par des sections spéciales qui a été tenue secrète. Absolument. Durant le 19e siècle, c'est-à-dire chaque fois qu'on n'avait pas un moyen, par exemple, on n'avait pas suffisamment de fagots pour faire l'enfumade, on utilisait l'emmurement. Donc on fermait et on les laissait comme ça mourir activement à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un enterrement vivant. Voilà, c'est-à-dire qu'ils assistaient à leur propre mort. Il y a un des officiers qui, quelque temps après, a trouvé une autre astuce. Il a trouvé une rivière qui passait au-dessus. Donc ce qu'il a fait, il a creusé, et il a fait en sorte que le lit de la rivière change de... Donc il y a eu une noyade, emmurement et noyade. C'est-à-dire que c'était des morts atroces. Des morts atroces, et surtout qu'il y avait des enfants, des personnes âgées, il y avait des femmes à l'intérieur, il y avait des animaux, parce que toute la tribu allait avec tout ce qu'elle possédait de précieux à l'intérieur de ces grottes pour se cacher en quelque sorte. Monsieur Khiaté, est-ce que dans votre livre, parce que je n'ai pas vu, au fait, en le feuilletant et en lisant quelques passages, est-ce que ces familles savaient qu'elles allaient quelque part être sacrifiées, ou est-ce qu'on leur racontait d'autres histoires pour pouvoir les emmener vers le... En fait, c'était des tribus qui, chaque fois qui ont vécu durant la période ottomane, et les Ottomans envoyaient des soldats pour récupérer l'impôt. Et donc, chaque fois qu'ils voyaient les officiers ottomans arriver, ils se cachaient dans ces grottes-là. Et donc, lorsque l'armée arrivait, donc c'était une armée commandée uniquement par des Ottomans, mais l'armée locale, donc ils les laissaient, ils repartaient. Donc, c'était pour eux, pour ces personnes-là, donc pour elles, une espèce d'havre de paix, et donc ils pouvaient rester comme ça pendant 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, et repartir, parce qu'il y avait quand même des sorties.
Lorsque ils l'ont fait avec l'armée française, d'abord on a fermé toutes les issues. Il y avait certaines cheminées naturelles qui existaient pour respirer, etc. Elles ont été fermées. Et d'ailleurs, Pélissier raconte très bien la technique, comment il a procédé. En fait, ce procédé fait par Pélissier, par le colonel Pélissier, a été imité et suivi par les autres officiers. Donc on ferme toutes les issues et ensuite soit on allume si on a des fagots et les gens vont mourir à petit feu, mais avec des températures très élevées. Parfois on ne retrouvait plus, on faisait de la viande fumée en quelque sorte. Ou lorsqu'on n'avait pas cette possibilité-là, on emmurait et les gens mouraient à petit feu pendant des semaines. Bien sûr, carrément, c'est-à-dire que sans ressources, ils ne pouvaient donc subir que ce sort-là. Monsieur Khiyati, pourquoi avoir utilisé ces techniques? Pourquoi avoir aujourd'hui ou à l'époque choisi cette technique d'emmurement dans des grottes? Est-ce que parce que quelque part, ils savaient très bien que ces grottes servaient aussi d'abri pour le maquis, pour les résistants algériens, pour les moudjahidines? Ou est-ce que parce que c'était une ancienne pratique, alors autant la renouveler pour en plus punir la population alors, qui peut-être soutenait aussi les durant la Révolution, c'était différent. En fait, la plupart des grottes ont été utilisées comme des infirmeries. Et donc, il y avait des blessés. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas bouger. Le plus beau dans l'histoire, c'est que les Français eux-mêmes ont utilisé dans la région de Lyon, lors de la résistance, donc dans la guerre de 1945, ils ont utilisé les mêmes techniques. Ils ont utilisé des grottes comme hôpital. Et donc, ça a été la même chose. Mais ici, la réponse était très simple. Dès qu'il y avait suspicion de présence de moudjahidines à l'intérieur des grottes, on a ramené les équipes de gazage et les cynophiles. D'abord, on envoyait les chiens pour voir repérage. Et ensuite, donc, on fermait les grottes et on gazait à l'intérieur. C'est tout. Ils ne voulaient pas Donc, on faisait bien sûr un avertissement pour leur demander de se rendre. Dans le cas où il n'y avait pas de réponse, on gazait. Donc, vous faites bien de parler donc de génocide, même si le mot est assez fort. Hélas, c'est exactement ce qui s'est passé durant la période de résistance, d'occupation donc coloniale en Algérie. Je vous propose donc de voir ce papier qui est signé Sofiane Baroudi. On revient tout de suite. Le 25e Salon du Livre d'Algérie est un événement culturel majeur. L'édition de cette année met en exergue plusieurs axes de grande importance, dont le volet mémoriel revêt une place centrale dans la préoccupation des lecteurs. Dans ce sillage, plusieurs ouvrages présentés dans les innombrables stands du salon traitent de l'histoire et de la mémoire. Les éditions ANEP ont cette année mis à l'honneur la figure de l'émir Abdelkader, personnage central des résistances populaires à la colonisation et grand homme de lettres, fondateur de l'État algérien moderne. L'ouvrage L'émir Abdelkader, adversaire et admirateur, publié par l'intellectuel algérien Ammar Belkhodja, traite de ce grand personnage ayant imprégné son époque et au-delà. L'auteur met en lumière des centaines d'écrits faisant référence à l'émir, qui a impressionné ses contemporains de par ses qualités morales, sa finesse politique, mais aussi son engagement humaniste sans égal à son époque. Jean-Baptiste Evette, pour sa part, publie aux éditions ANEP un ouvrage dénommé Le Chevalier véridique. Ce roman met en scène un couple de Français qui vont à la rencontre du cheikh de la Rahmaniya à Saddoq. Cette institution a eu un rôle central dans la grande insurrection de 1871. Le périple raconte la rencontre d'un ancien prisonnier avec le soufisme et son univers de spiritualité, de tolérance et de volonté de connaissance ardente, mais surtout avec un chevalier véridique. Jean-Baptiste Evette a utilisé pour son ouvrage de nombreuses sources, particulièrement puisées dans les archives d'outre-mer à Vincennes et à la bibliothèque de l'armée. Le troisième opus est celui de Mostafa Khiyati, qui publie Génocides coloniaux aux éditions ANEP. Le titre est évocateur. L'auteur analyse les procédés ignobles utilisés par l'entreprise de conquête coloniale, tels les enfumades et l'utilisation d'armes de destruction massive contre les populations civiles algériennes. Les procédés génocidaires ont été une constante de l'occupation militaire de l'Algérie, et les techniques utilisées par l'armée coloniale sont sans nul doute des crimes contre l'humanité, comme le démontre brillamment l'auteur dans son livre.
C'était un sujet signé Sofiane Baroudi, qui est revenu un petit peu sur votre ouvrage, Monsieur Riati. Il a un petit peu fait la petite synthèse, même si il faut le lire pour bien comprendre les choses, parce que il y a tellement de plaisir et tellement d'informations qui sont données. Mais il y a également le livre de Jean-Baptiste Evette, Le Chevalier véridique, que je conseille à tous nos téléspectateurs. Il est donc nos livres aujourd'hui qui sont présentés, ce sont des livres qui sont édités par l'ANEP. Je me tourne à présent vers vous, Madame Ginette Omassip. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste de la préhistoire africaine et passionnée par l'Algérie également. Voilà qui est un bon point commun. Votre ouvrage, L'Algérie des temps préhistoriques, un patrimoine méconnu. Je rappelle que vous avez un petit peu sillonné le territoire algérien à part des recherches archéologiques pour un petit peu nous dire quels sont nos ancêtres et qui sont-ils nos chers ancêtres. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais d'abord voir le portrait qu'on a dressé de vous. Il est signé Souhila Akilel. Oui. Française et spécialiste de préhistoire africaine, Ginette Omassip est une amie de l'Algérie. Ancienne directrice du laboratoire de recherche sur l'Afrique sous l'égide du CNRS, elle a enseigné la préhistoire africaine dans diverses universités. De 1970 à 1986, elle a dirigé la revue scientifique Libica. Amoureuse d'Alger où elle a élu domicile, Ginette Omassip s'est consacrée à la recherche des origines des premiers colons d'Algérie. Elle a mené de nombreuses investigations archéologiques au Sahara, y compris des fouilles majeures dans le Bas-Sahara et dans le Tassili Najer. Ces nombreux travaux de recherche et d'investigation ont permis à Ginette Omassip d'identifier diverses cultures locales, de les situer dans l'espace et dans le temps, et de suivre leur évolution et leur adaptation à un environnement de plus en plus aride. Ces travaux ont porté sur la compréhension des populations sahariennes et le peuplement de l'Afrique du Nord. Elle a écrit plusieurs livres sur la préhistoire du Sahara. Son tout nouvel ouvrage, intitulé « L'Algérie des temps préhistoriques, un patrimoine méconnu », nous emmène dans un périple à travers différentes régions d'Algérie. De Tébessa à Tiaret, en passant par Oran et Tamanrasset, Ginette retrace les différentes périodes préhistoriques de l'Algérie. Voilà, donc c'était un petit peu votre portrait. Est-ce que vous vous y trouvez, Madame Ginette Omassip? Faire un petit rectificatif. Oui, allez-y, faites-le. C'est fait Je n'ai jamais dirigé la revue Libica. Oui. J'ai simplement assisté Mouloud Mamri dans sa direction. Très bien, voilà. Voilà ce qui est fait, une petite mise au point qui s'impose. Alors, Madame Ginette Omassip, la mémoire des pierres algériennes vous parle et nous parle également. C'est là où tout a commencé. C'est une immensité à couper le souffle en lisant votre livre et le parcourir aussi. D'abord, c'est un très, très, très bel ouvrage avec des images magnifiques, splendides. On a l'impression de voyager à travers le temps. De rencontrer ces hommes de la préhistoire qui sont aussi nos ancêtres. L'un de ces hommes, c'est Mechta al-Arbi. Alors, le premier Homo sapiens, le premier Homo sapiens de la région, est-il le premier Homo sapiens de la région? Est-ce qu'il est? Le premier Homo sapiens de la région est plus ancien que ce que l'on nomme Mechta el-Arbi, ou Mechta Falou, les deux mots sont synonymes. Je montre juste votre livre. Il remonte à environ 300 000 ans, à l'heure actuelle. Mais nous avons le triste privilège actuellement, grâce aux datations absolues, de voir les choses remonter dans le temps de plus en plus haut. Et en moins de 10 ans, nous sommes passés de 80 000 à 300 000. C'est un grand pas. La question est de savoir si les moyens techniques qui sont à notre disposition sont plus précis, si nous avons des données différentes ou bien si ce sont ces moyens qui accélèrent un petit peu les choses. Oui. Mais ça n'a pas d'importance. Que ce soit 80 000 ou 300 000, à notre niveau d'aujourd'hui, est-ce que ça a réellement un sens? Oui. Alors, Madame Ginette Omassip, qu'est-ce qui a, provoqué ou titillé chez vous cet intérêt pour l'Algérie? Pourquoi l'Algérie particulièrement, je veux dire, pourquoi cette région? C'est très, très difficile à dire, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas.
je me suis retrouvée par la grâce d'une administration en Algérie, puis j'y suis restée. Oui. Et vous avez aimé, apparemment. Oui, sûrement, puisque vous y êtes toujours avec nous. Je n'ai pas été obligée toujours de rester, et je ne le suis toujours pas. Oui. Alors, on retrouve dans vos fouilles la présence des bifaces. C'est une sorte de label ou de lame en Oranie, dans la Jurois, mais également à Tiaret. Et qu'est-ce que cela signifie? Et c'est révélateur de quoi, finalement, les bifaces? Le biface, en fait, c'est une grosse pierre qui est travaillée sur ses deux faces et qui a une forme généralement ovoïde. Son intérêt est qu'elle dévoile la naissance de l'ambidextrie chez l'homme. Ce qui veut dire que... Ça veut dire que, en créant le biface, il a mis en place dans son esprit la notion de droite et de gauche, qui apparemment n'existait pas antérieurement, du moins nous n'en avons absolument aucune trace. Oui. Est-ce que cette existence de cet outil ou de cet ustensile est révélatrice plus ou moins d'un certain mode de vie de la population à l'époque? Bien sûr, mais c'est un mode de vie extrêmement simple, de chasseurs de petits gibiers de préférence, et parfois de gros animaux, comme des bovins par exemple. Mais c'est aussi une population dont on n'a pas ce genre de traces, mais on pense qu'elle consommait énormément de végétaux. C'est la logique qui nous conduit vers ce domaine-là. Est-ce que c'est une logique qui est justement basée sur ce que vous avez découvert comme ustensile à l'époque? Parce que apparemment, le biface est un ustensile. C'est un outil, c'est une un arme outil, également. un ustensile, c'est un objet à tout faire. Est-ce qu'il est révélateur, par exemple, d'une époque ou d'un saut de cette époque par rapport au précédent? Je veux dire, est-ce que ça marque une transition entre deux époques? Non. Je ne crois pas qu'on puisse... Enfin, moi, je ne vois pas de transition. On a une évolution. On a une évolution qui dure 2 millions d'années. C'est donc très long. Oui. Et à partir de ce moment-là, dès que le biface a été créé, l'évolution s'est faite beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et n'a cessé d'aller en s'accentuant. Alors, quel a été ce cheminement de ce biface? Il a mené Eh bien, vers ce biface, il a mené vers l'utilisation d'éclats, c'est-à-dire d'objets beaucoup plus petits, qui, avec beaucoup moins de matières premières, produisaient beaucoup plus d'outils. Oui. Autrement dit, enrichissaient la panoplie. Et petit à petit, on voit la diversification des outils se mettre en place. Oui. C'est-à-dire que les outils deviennent spécialisés. Oui. C'est quand même l'homme de l'époque. Donc, s'il avait pris conscience que chaque outil pouvait servir à quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu un grand travail accompli par rapport à sa nature, dans sa vie de tous les jours. Bien sûr. Pratique, bien sûr. Et il y a une chose également extrêmement importante, c'est le moment où il a réussi à s'emparer du feu et à le conserver. Ça a introduit des phénomènes totalement nouveaux dans sa vie et dans sa physiologie. Oui. Alors, vous parlez également des cultures néolithiques du nord de l'Afrique. Alors, c'est un jargon que pour beaucoup de personnes ne comprennent pas. Alors, néolithique, ça veut dire quoi, finalement? Qu'est-ce que cela implique? Alors, ça dépend. Oui. Si ce sont les anglo-saxons qui parlent, néolithique, ça veut dire qui produisent, qui cultivent et qui élèvent des animaux. Si ce sont si c'est l'école française, ça veut simplement dire ce sont des gens qui ont inventé, qui possèdent la poterie. La nuance est subtile, mais elle est quand même d'importance. Parce que en Algérie en particulier, au Sahara donc, on a tous les vestiges dont on dispose
ou presque, sont en surface. Donc, on n'a aucun élément qui permette de savoir s'il y a eu de l'agriculture ou s'il y a eu de l'élevage. Oui. Par conséquent, à partir de là, on dit que ce sont des populations qui sont en retard sur le reste du monde où on peut trouver des manifestations de l'agriculture et de l'élevage. Oui. Donc, en utilisant le terme poterie, qui est aussi une invention de cette période-là, on a un élément matériel qui permet de remettre les niveaux évolutifs de la population au même niveau qu'ailleurs dans le monde. D'accord. C'est-à-dire une sorte de statistique qui pourrait mettre sur le même niveau. Est-ce que c'était dans le même niveau? Est-ce qu'ils étaient un peu plus reculés ou un peu plus avancés? Alors, durant une trentaine d'années, la vision, vous le dites vous, a été proposée sur le néolithique, était différente de la tradition caspienne, telle qu'on le connaissait du néolithique, de la tradition caspienne. Alors, finalement, c'est quoi la différence? C'est encore cette histoire de poterie, c'est ça? Non, c'est beaucoup plus subtil. Voilà. Mais c'est... disons que certains auteurs, au début du XXe siècle, ont envisagé une grande civilisation qui couvrait l'ensemble du nord de l'Afrique jusqu'à la Grande Forêt, donc toute la zone saharienne jusqu'à la Méditerranée. Et on s'est rendu compte, malgré tout, que c'était une unification un petit peu légère et qu'en fait, il y avait un certain nombre de cultures qui se juxtaposaient. Oui. Donc l'une d'elles, cette grande culture avait été appelée néolithique de tradition capsienne et elle a été réduite à une petite surface qui couvre la Tunisie et une partie du Constantinois. Est-ce que la présence même de la poterie ou de ce qu'on appelle ces grands vases sphériques ne renseigne-t-elle pas sur un aspect bien précis de l'époque? Sur plusieurs aspects. Ça permet d'une part de faire cuire les aliments, ce que l'on faisait difficilement antérieurement. Ça veut dire qu'il y avait du feu aussi. Et ça permet en même temps de conserver les graines, les mettre à l'abri des rongeurs, que l'on ne pouvait pas faire antérieurement. Ça dénote que, quand même, c'était une population dotée d'un certain savoir-faire. Mais d'un très grand savoir-faire. Voilà. Je pense que par rapport à leurs données de base, ils nous ont enrichis tout autant qu'à l'heure actuelle, les voyages dans l'espace nous enrichissent. Oui. Alors, effectivement, cette tradition, ça commence à remonter à longtemps, mais ça a été conservé jusqu'à notre temps présent, je veux dire jusqu'au XXe siècle. Nous savons très bien que, par exemple, dans la culture berbère, la poterie est utilisée de manière très très large et de la même manière, c'est-à-dire c'est pour la conservation de certaines graines, c'est pour la cuisson également et pour l'eau également. Donc, est-ce que finalement, ça s'est perpétué, c'est venu jusqu'à nos époques Le seul changement a été dans les formes et dans le décor. Et est-ce que le fait de changer de forme, je rentre dans des particularités comme ça, est-ce que cela implique une différence? Bien sûr. Oui. Une spécialisation des poteries. Chaque forme de jarre, chaque forme de poterie a une destination particulière. Bien particulière. Alors dites-nous, Madame Ginette, on en avait une seule forme. Oui. Alors pour les grandes jarres, je veux dire avec un petit col, c'est-à-dire au bout de l'embouchure, elles servaient à quoi finalement celle-là? Il n'y a pas de... dans les périodes préhistoriques, on n'a pas de grandes jarres avec des petits cols. On a de gros, comment dirais-je, vases, de grands vases arrondis ou au contraire ovoïdes. Et il est très très rare que les encolures soient réduites. D'accord, ok. Et donc, je me tourne vers vous, Monsieur Jean-Baptiste Évette. Vous êtes avec nous par Skype. Merci de nous rejoindre à cette émission consacrée donc aux éditions de l'ANEP et à votre dernier ouvrage, Le Chevalier véridique. Je le mets quand même pour... Voilà.
Oui. Alors, Monsieur Evette, qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui cet ouvrage? Comment vous est venue l'idée de parler de ce chevalier véridique? J'ai travaillé sur l'opposition républicaine à l'empereur Louis-Napoléon Bonaparte, ou dit Napoléon III. Et j'ai vu que les opposants républicains ont été déportés en Algérie. Et à partir de là, je me suis lancé dans toute une recherche sur les bagnes algériens pour les républicains. Et puis, j'ai vu qu'il y en avait un en bordure des Aurès, à Lambèse, Lambessa ou Tazoult, je crois. Et puis, j'ai vu qu'à l'époque qui m'intéressait, vers 1858, il y a un village des Aurès qui a été détruit, le village de Roufi. Ça s'écrit GH, je pense que je le dis pas très bien. Voilà. Et donc, ça m'a mené sur les traces du Shir qui avait lancé une insurrection dans la montagne, qui s'appelait Sisadok Belhadj. Voilà, oui. Et qui, depuis sa zaouïa, avait lancé une insurrection contre l'occupation française. Oui, alors j'ai cru comprendre et lire que vous vous êtes déplacé à Biskra pour pouvoir un petit peu ramasser un maximum d'informations. Comment s'est fait votre voyage? Comment ça s'est fait avec la population? Comment vous avez pu un petit peu vous entrevoir dans ce décor et votre roman surtout? Ça s'est fait de manière assez curieuse. Ça s'est fait d'abord par l'intermédiaire d'un groupe Facebook qui s'appelle l'Écho des Aurès. J'ai commencé à parler de mon projet. Il y a des gens que ça a intéressé. J'ai finalement été invité par eux à Biskra et ils m'ont accueilli de manière très généreuse. Ils m'ont conduit dans la montagne. Ils m'ont montré les villages ruinés, abandonnés ou détruits par l'armée pendant la dernière guerre. Et puis ils m'ont ainsi invité dans une zaouïa existante à Biskra pour que je voie un peu ce que c'était que la mystique musulmane telle qu'elle se pratiquait et telle qu'elle se pratique encore. Alors, le chevalier véridique, pourquoi le chevalier véridique finalement? Il y a plusieurs explications. D'abord, c'est un titre qui peut faire écho un peu au Chevalier inexistant d'Italo Calvino, qui est un romancier italien que j'aime beaucoup, mais aussi parce que voilà, c'est un homme qui dit la vérité et il est véridique. Voilà, c'est aussi un héros puisqu'il a mené une insurrection. Et j'ai cru comprendre que c'était une des traductions qu'on pouvait donner à son prénom. Voilà, Sadek, S-A-D-E-K. Oui, c'est lui qui dit la vérité, comme l'écrivaient les Français. Oui, alors je vais juste faire une petite lecture de votre préface, de celle de votre roman. Donc, il s'agit d'un Français qui s'appelle Étienne et qui a été qui s'est évadé de Lambèse en compagnie de sa femme. Il trouve refuge dans un village des Aurès en 1855, c'est bien de cette époque que vous parlez. 3 ans durant, il se déplace avec les habitants au rythme des besoins des troupeaux, mais également des cultures. Et le changement, il a été radical parce qu'il a fallu qu'il s'adapte quand même à cette population dans laquelle il ne s'est pas habitué à vivre. Et selon les conseils d'un ancien, Étienne se convertit à l'islam et se rend à la zaouïa de Sidi Sadek Ould Hadj. Alors, je veux dire, cette transition, ce parcours de ce bonhomme est un parcours quand même hors du commun. Alors, est-ce que c'est pas peut-être aussi ça qui vous a mené un petit peu à parler de cette histoire ? Oui. Alors le personnage du prisonnier français évadé est inventé, hein, alors que tout le reste c'est un truc romancé quand même. Appuyé sur des recherches très sérieuses dans les archives. Voilà, celui-ci est une créature de fiction qui a d'ailleurs déjà existé dans un précédent roman qui s'appelait Tuer Napoléon III. Voilà, mais bon. Vous êtes peut-être pas sans le savoir, on a un peu un problème avec l'islam en France en ce moment, dans la manière de le regarder. Et je voulais m'offrir au moins l'occasion, le temps d'un roman, de porter un regard généreux, intéressé,
approfondie sur la culture musulmane. Alors, avec le décalage chronologique, le fait que c'est pas évident parce que c'est une culture c'est la culture une culture du 19e siècle qui n'est plus la même. Il y a des cérémonies qui se pratiquaient, qui ne se pratiquaient plus, comme le grand pèlerinage du Djebel Bous qui se faisait tous les étés dans les Aurès. Mais voilà, enfin, c'était une aventure à la fois géographique, puisque j'ai pu aller là-bas, visiter les lieux, et aussi spirituelle, parce que du coup, je me suis initié à beaucoup de sujets que je connaissais mal avant. Oui, alors vos personnages de romans, dans vos personnages, même dans vos romans, vous faites toujours référence à l'histoire. C'est quoi? C'est une longue histoire d'amour entre vous et l'histoire, même si c'est un peu romancé, mais vous avez toujours un ancrage dans l'histoire, comme vous venez de le citer dans votre 4e roman, où vous tuez Napoléon III, qui a été édité donc en 2014. Oui. L'ancrage dans l'histoire, la manière dont je me l'explique, c'est que il y a des moments historiques qui me paraissent engendrer le présent. Voilà, j'ai écrit sur la Renaissance, j'ai écrit sur le 19e siècle. Voilà, et je pense que c'est aussi voilà, dans ces moments franco-algériens, pas très heureux de la colonisation, que notre présent s'est inventé. Alors vous avez fait un petit peu le chemin inverse. Généralement, ce sont les prisonniers algériens qui s'évadent de la prison de Lambèze, qui peut-être vont chercher leur liberté ailleurs. Vous, c'est un petit peu le Français qui s'est évadé de cette prison et qui va côtoyer les Bédouins et les gens de la montagne ou de la vallée et qui va en plus se convertir à l'islam et partir donc vers la résistance contre le colon ou l'occupant à l'époque français. Oui, bah c'est. Enfin, je pense que c'est une des vertus de la littérature de pouvoir se déplacer justement, se mettre à la place de quelqu'un d'autre et d'essayer de voir les situations sous un angle nouveau. Oui. Vous voulez terminer votre idée peut-être? Non. Oui. C'est tout simple, c'est comme se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire C'est-à-dire ce qu'offrent aujourd'hui les histoires romancées, c'est que ça offre beaucoup plus de liberté pour pouvoir raconter des histoires qui peut-être dans la vérité n'existent pas parce que tout simplement il n'y a pas un petit peu ce côté de la magie. Monsieur Evette, restez avec nous. Je me tourne vers vous, Monsieur Riati, et je reviens vers votre roman. Et je disais, ou votre livre, plutôt Génocides coloniaux, parce qu'on n'est pas dans le roman, là, on est vraiment dans le vrai, l'histoire et l'historique. Et je rappelle aussi que ces livres sont édités à la maison d'édition, donc l'ANEP. Et c'est dans un cadre bien précis. Cette année, c'est l'édition l'ANEP qui a pris comme intitulé Enjeux mémoriels de 1962 à 2022 à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Alors, j'allais dire, Monsieur Riaté, aujourd'hui, ces témoignages que vous avez pu recueillir aujourd'hui, dont vous nous avez parlé, est-ce que... peut-être, j'ai l'impression de me répéter, mais 60 ans après, quand même, vous avez fait quand même un travail de fourmi, là. Je pense que c'est le même problème pour Est-ce que vous êtes conscient que... Pour les essais nucléaires, c'était le même problème. Donc, si vous voulez, il y a un certain moment, la même chose pour les blouses blanches de la Révolution, qui a été édité également à l'ANEP. En fait, on est parti de pratiquement rien. Il n'y a pas d'information. On a l'impression qu'il y a une omerta autour de certains sujets qui fâchent ou qui indisposent. Parmi eux, donc les essais nucléaires, ce sujet-là, les enfumades, parce que c'est trop gros. C'est trop gros. C'est-à-dire commettre un génocide et en faire une arme de guerre et le répéter des dizaines de fois, ça devient houleux. Donc, on a préféré cacher cela
ni les historiens français l'ont abordé. Ils veulent en parler, c'est ça? C'est comme s'il y avait un problème, un complexe de culpabilité vis-à-vis de ce qui a été commis, ni les historiens algériens ne s'intéressent au sujet, peut-être qu'ils s'intéressent à d'autres sujets. Donc toujours est-il que moi-même, je me suis étonné qu'il n'y ait pas de recherche sur ce sujet-là, 60 ans après l'indépendance. Oui. Mais comme c'est des sujets qui ne sont pas touchés par l'ancienneté, puisque les génocides et les crimes contre l'humanité restent des crimes durant tout le temps. Pour la vie. Alors, effectivement, vous faites bien de le dire, parce que en plus, dans votre roman, dans votre livre, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis roman, dans votre livre, vous avez des faits et des endroits bien précis. Tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle souvent de la restitution des archives. Alors, est-ce que dans ces archives, un jour, on pourrait espérer peut-être avoir des noms, des lieux? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que c'est une des parties que l'on voudrait cacher aujourd'hui? Parce que là, on a travaillé sur des documents, sur le croisement de documents, sur des correspondances privées. Donc, ce sont des informations qui sont très difficiles d'accès et qui sont rares. Par contre, lorsque vous avez des documents militaires, y compris les documents militaires du XIXe siècle, ils ne sont pas accessibles à tout le monde, malgré les déclarations des responsables, etc. Moi, j'ai essayé de le faire et je n'ai pas pu y accéder. Donc, cela veut dire que certainement, il doit y avoir des mines d'informations, ne serait-ce que les écrits des sous-officiers, des officiers, même des hommes de troupes. Les gens qui ont été responsables de cette brigade spéciale, absolument, après tout. Je suppose qu'il y a peut-être eu des enquêtes internes, etc. Je veux dire, tout cela, on ne l'a pas. Peut-être qu'avec l'ouverture des archives permettra de connaître ce qui est peut-être horrible, qu'on ne connaît pas encore, qui dépasse peut-être ce que j'ai écrit. Alors, Monsieur Khriaté, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des grottes qui n'ont pas encore été découvertes, mais dans le sens qui sont restées fermées avec les dépouilles? J'en suis certain. J'en suis certain. Parce que jusqu'à pratiquement à il y a 2-3 ans, on ne parlait que de 2 enfumades. Avec maintenant la consultation, comme je l'ai dit, de certains documents privés, on est déjà à 8 ou 10. Est-ce qu'on peut établir les faits, par exemple, et pouvoir, dans un avenir proche ou même lointain, demander réparation? Je pense que ce qui est le plus important, c'est au moins la repentance, c'est reconnaître ces crimes. Ce sera un peu difficile, on l'a vu avec le dernier anniversaire célébration. Vous avez des gens, des tribus entières qui ont été exterminées. On va faire la réparation vis-à-vis de qui? Peut-être du peuple ou du pays. Mais je veux dire que les ayants droit... ces victimes, leur mémoire. Dans certains cas, les ayants droit n'existent plus, ils sont disparus. Mais leur mémoire... mais leur mémoire, bien sûr, est vous savez, les gazés ou les enfumades le gazage d'Auschwitz aussi, il y a beaucoup de gens qui n'existent plus. Je dirais, beaucoup de personnes qui sont mortes. N'empêche que pour leur mémoire, il y a eu quand même une repentance et une demande de pardon. Je veux dire, ne serait-ce que pour leur mémoire. Absolument. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est de mettre des comités interdisciplinaires, polyvalents, où il y a des archéologues, par exemple, il y a des anthropologues, des sociologues, des historiens, des spécialistes, peut-être des géologues, etc., pour pouvoir un peu examiner ces grottes, parce que même dans la littérature populaire, on a encore certaines évocations. Il ne faut pas peut-être effacer toutes ces évocations et aller vers ce qui est évoqué en attendant l'accès aux archives et voir si ces archives correspondent bien sûr à certains crimes, à certains génocides. Vous pensez que ces archives concernant ce dossier particulièrement pourraient être déclassées parmi les promesses qui ont été faites de Je pense qu'on ne va pas archives. trouver beaucoup de documents, parce que comme je l'ai dit, il y a eu des instructions, puisqu'il y a eu même, ça a été rapporté, entre le ministre de la Guerre
et le maréchal Bugeaud de ne pas écrire sur ces sujets-là. Donc, il y a eu une volonté manifeste au plus haut niveau de ne pas évoquer ce sujet-là. En fait, on veut complètement absolument effacer oublier cette partie de l'histoire pour ne pas dire... Par contre, le mot « exterminer » a été utilisé par le président du Conseil de l'époque, par le ministre de la Guerre, par plusieurs gouverneurs militaires et dans plusieurs correspondances. Oui. Alors, enfumade, emmurement et gazage de grottes, il me vient un souvenir, j'avais vu, ça fait quand même dans un passé assez récent, je vais dire, un reportage où on avait fait sortir certaines victimes de certaines grottes. Une grotte qui a été donc découverte par un pur hasard, je vais dire... Aujourd'hui, je suis un petit peu dans l'émotion, mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore des personnes... parce que quand ils ont fait extraire ces corps, c'était des corps qui restaient intacts. Vous parlez d'il y a 3 ou 4 ans, cette histoire. Il y a 3 ou 4 ans. Effectivement. C'était des corps qui étaient intacts de la guerre de libération, donc ça parce remonte qu'ils ont été gazés, ils sont restés dans leur position. Voilà. D'ailleurs, à tel point, la personne qui a découvert la grotte, lorsqu'il a vu un homme armé dans la grotte, il est allé tout de suite aviser la gendarmerie. Il a dit il y a des terroristes qui se cachent. Donc on a ramené les équipes avec les chiens, etc. Ils se sont aperçus qu'en fait c'était un homme qui était mort depuis au moins donc 70 ans, enfin 65 ans pratiquement, parce que c'était 57 ou 58, et qu'il a été gazé. Il a conservé la même position où il a perdu la vie, mais son corps s'est conservé parce qu'il y avait la fraîcheur. Il n'y avait pas d'humidité au niveau de la grotte, donc il y avait des conditions qui ont fait que son corps a été conservé dans la même position où il est mort. Peut-être que son corps aussi a voulu témoigner absolument. de ce qui lui est arrivé, et c'est un petit peu ça aussi les merveilles de la nature. Alors quand on parle des merveilles de la nature, Madame Ginette Omassip, on parle également du Tassili N'Ajjer. Pardon. On parle également du Tassili N'Ajjer. On passe très souvent du Tassili, qui a la particularité de conserver un nombre phénoménal de peintures et de gravures. Est-ce qu'on peut le considérer comme un berceau finalement de l'histoire algérienne aujourd'hui en ce concernant l'Antiquité? Non, je dirais que c'est un berceau de l'histoire égyptienne. Oui. Et non pas algérienne. Oui, dites-nous pourquoi. Ah oui. Parce que vous êtes scientifique, vous savez de quoi vous parlez. Parce que nous avons trouvé un certain nombre de documents qui montrent qu'au cours du 7e millénaire, il y a eu une migration de la population de la zone tassilienne et des régions libyennes voisines vers la vallée du Nil en raison d'une très grande sécheresse. Oui, ce qui démontre... Et ceci avant donc la montée de la civilisation égyptienne. Et nous retrouvons dans les premiers éléments de civilisation égyptienne des éléments qui se retrouvent sur les peintures du Tassili. Voilà ce qui est dit, messieurs, mesdames et messieurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce débat spécial édition de l'ANEP et surtout qui coïncide avec l'occasion donc de la tenue du salon du SILA et qui est donc sous le thème du livre Passerelle de mémoire et qui est à sa 25e édition, surtout après 2 ans d'absence en raison du problème de santé du coronavirus. Je rappelle que vous étiez avec nous, Madame Ginette Omassip, que vous êtes donc spécialiste de la préhistoire africaine et passionnée par l'Algérie, je me permets de le dire, que nous avions avec nous également Monsieur Mostafa Khriati, que vous êtes donc médecin-chercheur, professeur à l'Université d'Alger, mais vous êtes également écrivain et auteur de plusieurs ouvrages, tant en médecine qu'en histoire. Et je remercie également Monsieur Yvette Jean-Baptiste qui était avec nous à travers le Skype. Et je rappelle que vous êtes romancier, traducteur et animateur d'ateliers d'écriture. Messieurs, mesdames, merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que notre émission tire à sa fin. Au bonheur de vous retrouver demain pour une nouvelle émission et une édition spéciale. Au revoir.